Je vais dire 2-3 petites phrases liminaires avant même de commencer mes liminaires. Il faut parler avec ça. Il n'y a pas un support linguistique. Je peux le te dire. Si vous... Non, c'est la barbe, ce truc. Alors, la première remarque, au fond, c'est je tiens compte des choses qui se sont dites là, à cette tribune, et dans la coulisse, et au fond, Emmanuel, tout à l'heure, à un certain moment, tu m'as désigné comme l'attaquant ou l'ennemi, tout ça, du culturel. Alors, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que simplement, je pose la question, qu'est-ce que le culturel ? Pour ce qui est de faire partie des fonctionnaires du culturel, toi, j'en fais partie depuis. Donc, le culturel est le phénomène. Et justement, en tant que phénomène social, total, sens de mots, et aujourd'hui, c'est ça que je cherche. Donc, bien entendu, ça donne surtout un ton fréquemment polémique, amusant, etc. Mais c'est une critique, voilà, critique du culturel. Alors, quand on dit critique du culturel, c'est le sens kantien, le sens de critique, c'est-à-dire finalement la question qu'est-ce que, qui est peut-être d'ailleurs la question philosophique et même antérieure à Kant, après tout, c'est la question socratique, qu'est-ce que. D'ailleurs, deuxième remarque, non mais c'est important parce qu'effectivement, mon topo est une polémique, est un ton polémique aggravé par l'âge à l'égard du culturel, das culturel, c'est-à-dire aussi dans cette forme substantivée qui n'est pas dans la longue histoire de la langue française, que l'admirable Jean-Claude Milner appelle un énalage dans son livre sur Roland Barthes, on peut dire énalage autrement. Le culturel. Qu'est-ce que... Deuxième remarque, donc, dans le très longtemps, l'énorme temps, et ça c'est pour critique, qu'est-ce que c'est que dans le très longtemps de la crise. Au fond, je fais partie de ceux, comme nous tous, je pense, pour qui la crise n'est pas du tout, contrairement à ce que, au langage du politique, un moment pénible à traverser, dont on va sortir. Comme disait Feu Giscard, nous sommes au bout du tunnel. Non, la crise, mais ça, je crois que je le dis aussi liminairement, ça commence, si ça commence quelque part, précisément, parmi les textes les plus fameux de cette histoire, ça commence avec Hésiode, Théogonie, c'est-à-dire le moment, il y a un usage magnifique où il dit c'était le temps ôté ou je ne sais plus quoi, où les mortels tnetoi et les dieux écrinunto. C'est le début de la théorie. C'est-à-dire se séparer, était en crise. La crise, c'est la séparation, disons la distinction et la séparation, avec la distinction entre la distinction et la séparation. C'est-à-dire séparer. Alors, et puis, dans une occurrence, on va dire, relativement contemporaine, même si c'est déjà presque un siècle, au milieu du siècle précédent, eh bien, évoquons la crisis husserlienne, parlant de son temps, comme disait Valérie, regard sur le monde actuel. Crisis, la crise, c'est le mot grec, je crois qu'il reprend le mot grec dans la conférence fameuse de Prague, la crise. Autrement dit, c'est la crise. Ce qui m'amène aussi d'ailleurs à faire une remarque après au seuil de ma troisième remarque que je vais faire maintenant, c'est que c'est une affaire de très très longtemps. Bon, pour le dire autrement, en écoutant Anne Sauvagnargues, au fond, j'ai été pris d'un violent découragement. Oui, elle est là, Anne Sauvagnargues ? Non. Ah, elle est là, bonjour, oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au fond, je me disais tout ce que je vais dire, que j'ai écrit, tellement écrit que je vous en ai donné un résumé, un petit traité qui pourrait paraître dans quelques temps, mais qui ne paraîtra pas. C'est-à-dire des choses dont je vais lire quelques moments. Je me disais donc,
peut-être tout ce que je pense ici, c'est rare, que c'est peut-être même la première fois que je prononce une espèce de telle crainte de découragement, est frappée d'une obsolescence. C'est-à-dire, c'est-à-dire que je prends l'admirable titre de Günther Anders, l'obsolescence de l'homme, l'obsolescence de l'humain, et je l'applique à moi, la question étant obsolescence, peut-être. Et comme tout ça est mis sous le signe d'un certain catastrophisme, pour employer le mot de Jean-Pierre Dupuis, mais qui bien le mot de René Thom, bien que ce soit dans un autre sens, la catastrophe, le cataclysme. Peut-être que je me disais même en vous écoutant, Anne Sauvagnat, que au fond, peut-être que le ton cataclysmique, catastrophique, de fin du monde, dont je vais en faire plusieurs, est peut-être dû, je ne sais pas si dû est le bon mot, à cette situation étrange, au fond, oui, peut-être avec moi le déluge. Ça veut dire la situation, le catastrophisme, c'est une manière de dire, c'est ou bien c'est fini, ou bien c'est comme je vous le dis. Donc, et peut-être, pour moi, à peu près tout ce que vous avez dit est sujet à interrogation très forte. C'est justement ces interrogations-là qui me font penser que je suis frappé dans mon propre discours d'obsolescence. Enfin, ça revient à dire qu'est-ce que c'est que la subjectivation aujourd'hui ? Puisque d'une certaine manière, il n'est question que du sujet psychologique, psychopathique de l'idiotesse, aujourd'hui que j'appelle dans ces notes le self ou le selfie. Selfie, c'est encore mieux aujourd'hui. Vous parlez, vous avez mentionné, ça pour moi, ça va faire l'objet de lecture et de question d'interactivité, de motricité, de minoration. Est-ce qu'il y a une sortie, c'est-à-dire une autre manière de sortir du culturel, puisque vous l'avez effleuré aussi au passage, pour le désigner comme une chose aussi menaçante, hein, par une, je ne sais pas très bien, par une nouvelle subjectivation, un mode d'interface, un mode de, vous avez aussi souvent prononcé les mots de motricité ou d'interactivité. Hein. Il y a là quelque chose d'une issue à la subjectivation telle que, au fond, dans laquelle je suis, dans la longue tradition que j'évoque, hein, qui est plutôt celle qui est celle du que faire des reliques. Hein. Peut-être tout ça est frappé à l'effet d'obsolescence. Alors, mon titre, je ne sais pas ce que j'avais dit, mais ça devient une poétique pour une écologie radicale et pensive. C'est un titre possible, bien entendu. Et je mets 3 exergues, ou épigraphes, ou épigrammes peut-être. Oui. Salomon Gainsbourg, guillemets, je ne crois pas que le monde soit aussi sombre que vous le décrivez, il est pire. Malraux, la phrase de Malraux, modifiée pour l'occasion, transformée pour l'occasion, le XXIe siècle sera poétique, ce qu'il ne dit pas dans la phrase que le XXIe siècle sera poétique ou ne sera pas. Et puis, une formule de Bonnefoy parlant de Baudelaire, sur laquelle je suis tombé récemment dans un des textes récents de Bonnefoy, qui est d'une fécondité intarissable. À propos de Baudelaire, il entend et nous ouvre l'immensité, sans autre décor qu'elle-même. Parce qu'au fond, le dernier mot de mon topo, s'il y en a un, ça serait l'immensité. Alors, j'avais fait un... Je m'arrêterai un peu abruptement, je ne sais pas quand. Vous avez question. Oui, non, je sais, mais... On a du temps. Oui. Enfin, bon. Alors, tu as une espèce de petit abstract au début. L'écologie, guillemets, catastrophiste n'est pas décliniste.
elle est une vision non illuministe, mais rigoureusement compagne de la science, qui constate froidement d'abord la déterrestration ou dévastation en cours, le géocide, j'ai glissé ce terme, ce néologisme à l'époque, il y a déjà pas mal d'années, le géocide est-il enrayable, freinable, arrêtable, je ne sais pas comment dire, car il y va de la terre, de la relation, là je prends le mot à Augustin Berg, écouménale, du monde et de la terre, non pas de la planète, bolide cosmique qui n'en a cure, une poétique, inspiratrice intime, elle-même la muse mythologique millénaire. Dans ma manière de faire, très souvent, je ramasse justement des reliques pour les faire resservir à quelque chose. Donc voilà que la poétique s'agit elle-même la muse mythologique devenue millénaire. Peut-elle, entrant dans le débat anthropologique sans y être invitée du tout, se soucier de l'habitabilité terrestre, naguère nourriture, j'évoque André Gide, première moitié du XXe, terre des hommes, comme dit l'autre aussi, une pensée de l'immensité, du vaste et de l'attachement peut-elle contribuer à refaire de la place à une humanité aujourd'hui en apartheid, riche, misérable, opulent, et en migration. Alors, habitabilité, je pense que ce n'est pas non plus dans le dictionnaire. C'est. Je proposais, je me suis servi de ce faux substantif en tombant sur un passage de Baudelaire dans Pauvre Belgique, pour cet étrange document où Baudelaire met tout ça contre les Belges, qui n'en peuvent mais, bien entendu, Belgique étant évidemment autre chose que ce qu'en dit Baudelaire, mais en même temps pas autre chose. Et il a cette formule étrange, à quelques mois finalement de sa mort, le monde m'est-il devenu inhabitable? C'est assez étonnant parce que Baudelaire appartient au grand romantisme européen, évidemment, mais n'est pas un romantique allemand. Je me rappelle un livre de Jacques Darras, je ne sais pas si ce nom est connu ici, publié il y a quelques 20 ans, où il disait « Le titre, nous sommes tous des romantiques allemands ». On avait une discussion, je lui avais dit « Oui, bien sûr, mais nous ne sommes pas allemands, nous ne sommes pas romantiques, et nous ne sommes pas des romantiques allemands. » Alors, le langage de l'habitation, Wohnung, bauen, wohnen, denken, Wohnung, Heim, Heimkunft, etc. Ce langage de l'habitation, qui est, si on veut, une des traductions possibles de oikos, oikos logos, l'écologie, l'habitation, il n'est pas fréquent sous la plume de Baudelaire. C'est presque une formule de romantique allemand. Le monde m'est-il devenu inhabitable? Peut-être que c'est une question donc, que je reprends ici, même si c'est un de, si vous voulez, axiome qu'il ne s'agit justement pas d'enchaîner comme si de rien n'était avec le romantisme, par exemple le romantisme allemand. Je vais en donner un exemple à mon propre usage. Pendant ma jeunesse traductrice de Hölderlin et de Heidegger, alors il était de mise, il était de livres et citations. Je pense que c'est la traduction d'ailleurs qui est encore dans le Hölderlin Pléiade de Jacotet pour le leitmotiv hölderlinien suivi par Heidegger, qui en allemand se dit Was bleibet aber stiftend die Dichter, langage donc qui traduit de ce qui demeure, ce qui demeure. Les poètes le fondent. Donc langage de la demeurance et de la fondation, qui est justement un langage qu'on peut dire, si on veut, métaphysique. Je pense qu'aujourd'hui, il faut traduire autrement.
la traduction, il y a des âges de la traduction, nous sommes dans une autre âge de la traduction, si vous voulez, un autre âge herméneutique, oui. Pour nous, ça ne veut pas dire ça. Alors, autrement dit, l'intérêt des choses, c'est pas qu'est-ce que Hölderlin a peut-être pensé pour lui, mais c'est qu'est-ce qu'on peut lui faire dire pour nous aujourd'hui qui soit la situation. C'est pourquoi je proposais comme une traduction les restes, ce qui reste. Finalement, peut-être je vais m'éloigner tout le temps de mes notes, ça fait rien. Ce qui reste, les artistes, pas les poètes, les artistes Dichter, c'est-à-dire ceux qui sont évoqués ici depuis hier, les créateurs, si vous voulez. Alors, je n'aime pas beaucoup le mot création, je ne m'en sers pas. Les créateurs, en principe, c'est réservé à Dieu et aux coiffeurs. Créateurs. Bon, alors, les artistes, enfin, les artistes, oui, c'est-à-dire ceux qui, et les muses ne sont pas neuves, elles sont déjà à 14, 15, 16, je ne sais plus. Donc, alors, je traduis Stifton d'une manière impossible. Le Saxe-Willat n'admet pas ça, sauf une toute petite allusion qui m'a servi à la fin. Quelque chose comme les artistes, alors les créateurs, pour faire plaisir à ces affiches, le relance, le rejoue, le redonne. Donc, les restes. D'ailleurs, une de mes manières de poser la question, c'est qu'est-ce qu'on fait des restes? J'en profite pour faire une espèce d'historicité météorologique, alors synoptique de tout à l'heure. Une des manières de dire que le temps de la révolution est définitivement clos, je le dis de la manière suivante. La révolution, c'était faire table rase du passé, ou comme disait Benjamin, commentant, peut-être je me trompe, commentant un poème de Brecht, du passé effaçons les traces, hein, et au passage, je note, toujours en associant un peu librement, que la première fois, mondialement, on va dire mondialement, que culturel, en français, bien entendu, retentit, s'est attaché au maoïsme, la révolution culturelle, c'est-à-dire dans le sens exactement contraire de ce que veut dire culturel aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est encore un temps de révolution culturelle, effaçons, détruisons, comme d'ailleurs certains sur cette terre, et pas planète, sont en train de le faire. Effaçons. Alors, tandis que le culturel, une des manières de l'approcher, comme phénomène total, de se demander ce qu'il en est, c'est justement de parler des restes. Notre temps est l'âge, l'ère, l'époque. Alors, l'époque, j'emploie souvent ce mot aussi. Pourquoi? Parce que c'est un mot de la tradition heideggerienne, épocalité. Hein, mais en même temps, c'est un mot très usuel. L'époque, c'est l'époque du stockage. L'époque du stockage. Il s'agit, loin de faire table rase du passé, loin d'effacer les traces signatures, les traces. Il s'agit de les garder, de les conserver, de les archiver, ce qui est possible grâce à la miniaturisation et à la numérisation et à la photographisation, je ne sais pas comment dire, en général. En effet, capacité infinie, dans un certain sens d'infini, stockons. Alors, faire allusion à l'actualité, mais d'hier, je suis très frappé, comme nous tous, par l'archivage immédiat, sans des archives, des hommages de la place de la République. On a vu des fonctionnaires de la ville de Paris qui destinent aux archives. Alors, c'est peut-être admirable, je ne sais pas si vous parlez en termes d'admirable ou pas, mais disons, voilà, loin, quelque chose qui aurait peut-être été justement détruit, effacé, mis ailleurs, hein, les traces de ces événements, hein, les fleurs, les dessins, tout ça, et ramassés soigneusement, archivés, destinés à un stockage quelque part. Le quelque part, comme vous savez, est un problème affreux, parce que ce qui fait penser aux installations. Des problèmes de pose d'installation. Il y avait, à Brooklyn, il y a une vingtaine d'années, ils avaient ouvert un musée des installations, mais je ne sais pas ce qui est devenu, mais et comme une installation fait 45 mètres cubes,
et qu'il y en a combien de centaines par jour, on ne peut pas. Donc il faut photographier, miniaturiser, réduire. Comment stocker une installation? Tout est installation, tout est stockage, c'est une des... Bon, alors, oui, donc j'ai donné à l'instant comme exemple de soucis herméneutiques, de la traduction, de la traduction, c'est la grande tâche de la traduction. Walter Benjamin, mais oui, qu'est-ce que traduire? Nous faisons que traduire. Eh bien, si la traduction est une herméneutique au profit d'une heuristique, c'est-à-dire pour inventer des choses aujourd'hui. Donc, il ne s'agit pas, oui, je retrouve le début de ma parenthèse, il ne s'agit pas, en parlant d'inhabitabilité, d'habitation et d'oikos, logie, d'écologie, d'enchaîner comme si de rien n'était sur la question fondamentale, formidable du romantisme allemand, c'est-à-dire dichterisch aber wohnet der Mensch. Au fond, c'est la question. Que veut dire dichterisch? Que veut dire aujourd'hui pour nous? Poétiquement, l'homme habite. Alors, dans ces notes, je ne sais pas, telles que je les ai faites, ce n'est pas des notes, puisque j'ai écrit, mais enfin dans ces pages, alors on va dire, j'ai mis de loin en loin, je vous en lirai peut-être qu'une ou deux seulement, une fable. Alors pourquoi une fable? Parce que, alors je glisse aussi là, alors que dans mon plan c'est beaucoup plus tard, mais ça ne fait rien, si alors la formule suivante, c'est une formule axiomatique si vous voulez, si le changement de paradigme est un changement de comparant, alors ce que j'entends par fable, c'est finalement par littérature si vous voulez, c'est une préparation des comparants qui permettront, enfin fourniront au théorème du paradigme eh bien, ce dont il ne peut pas se passer, à savoir du comparant. Alors la formule, le changement de paradigme est un changement de comparant, que j'ai plus tard dans mon papier, je vais le mettre maintenant, pourquoi pas. Je lui donne le sens suivant. Donc je commence par un des grands exemples. C'est au livre 6 de La République, donc un des grands mythos, une des grandes pages, pas une page, mais un grand mythos, mythe si vous voulez, de notre histoire, qu'on appelait autrefois donc de la culture. Hein. On trouve ceci, c'est le mythe de la caverne. On peut dire que le paradigme platonicien est donc comparé, trouve son comparant dans la caverne. La caverne est un mythos, hein, et au cœur du mythos, on a cette phrase traduite en français, « Nous sommes tous ces prisonniers ». Je ne sais plus comment ça se dit au grec. Enfin, peu importe, la traduction, c'est « nous sommes tous ». Donc, il y a une description fameuse du cinéma où se trouvent enfermés les prisonniers, le dos tourné à l'issue, le regard vers l'écran, se projettent les ombres. Chacun connaît ce texte qui décrit un certain encavernement cinématographique, enfin, c'est un peu idiot de dire cinématographique, puisque ça c'est un anachronisme un peu stupide, en disant, devant les projections fantasmatiques, et le cœur du mythe dit ceci, nous sommes tous ces prisonniers. Autrement dit, nous sommes tous comme ces prisonniers. C'est donc une comparaison. C'est-à-dire, nous ne sommes pas des prisonniers au sens supposément littéral de gens qui sont effectivement en prison, là, en ce moment, des dizaines de milliers, des menottes ou des chaînes aux pieds, etc. Mais nous sommes, ça veut dire tous les humains, hein, nous sommes comme ces prisonniers. Nous sommes des prisonniers. Donc, au cœur du grand paradigme platonicien, on trouve ce comparant, cette comparaison. J'appelle indifféremment, ça aussi ça mériterait beaucoup de je me sers indifféremment, c'est-à-dire équivalemment de
comparaison, métaphore, pas du tout assimilation, ça faut faire un sort spécial à assimilation. Comment métaphore, on va dire. Même à un moment, j'ai essayé, je ne vous le cache pas, de récupérer un vieux mot dont se servait encore Montaigne, malheureusement a disparu, qui a fait verbe de l'adverbe comme. Et alors, Montaigne, il dit « il nous faut commer », C-O-2-M-E-R. J'avais envie de glisser, ça ne marchera pas, la commaison dans le lexique français. Comme il y a la véraison, la semaison, la commaison. Alors, comparaison, ce que les surréalistes vont appeler beaucoup plus tard, le rapprochement, la comparaison. Nous sommes comme ces prisonniers. Alors, je bondis quelques siècles et je prends un autre, toujours dans les exemples, je prends un autre texte fameux, extraordinaire, au cœur duquel il y a une comparaison ce genre d'exemple historique qui me permet de risquer ceci. Le changement de paradigme est un changement de comparaison. C'est la préface des principes de philosophie de Descartes. Et cette phrase, ainsi, toute la philosophie est comme un arbre. Et la phrase continue, dont les branches, le tronc, bon, vous connaissez ça, racines métaphysiques. Bon, mais ce moment déclaration de ce type, ontologique si l'on veut, mais d'une ontologie en être comme, justement, comparant le. Ainsi, qu'est-ce que veut dire ainsi? Il y a beaucoup à réfléchir sur ainsi, c'est justement un des mots de la comparaison, ainsi, ou tos, os, ainsi, la philosophie, toute la philosophie est comme. Alors, et pour saluer Deleuze, et donc Hans Sauvagnat, je dirais le rhizome fonctionne peut-être encore comme justement un comparant substitué pour un paradigme de ce temps qui se cherche. L'arbre, c'est pas bien, le rhizome, avec ses stolons, c'est quand même beaucoup mieux, etc. Préférabilité, c'est-à-dire la comparabilité, préférabilité du comparant. Bon. Alors, pour en venir à aujourd'hui, aborder la zone du culturel. Quelle est disons, il y a un régime de métaphoricité en provenance des sciences de la vie qui domine, qui prédomine, dirait un heideggerien, qui installe le régime en ce moment inabrogeable de notre paradigme. Qu'est-ce que c'est? C'est ADN plus logiciel. Alors, me frappe, comme vous tous, comme tout le monde, le fait que depuis peu de temps, Paul Valéry, que j'ai évoqué peut-être, on ne comprendrait même pas de quoi on parle, mais pas plus qu'il ne comprendrait le globish English qui est en train de se substituer à notre vue français. Il ne sait pas ce que c'est que booster. Imaginez, Valéry, ça a boosté de telle sorte que nous sommes impactés. Qu'est-ce que c'est? Booster, c'est extraordinaire, ça. Bon, alors, l'ADN, l'usage de l'ADN, tu es ton ADN, je suis mon ADN, nous sommes notre ADN, l'ADN du Parti socialiste, l'ADN, etc. Ensemble, joint à la phrase « le Parti socialiste doit changer son logiciel », je dirais, donc, les comparants pour ce paradigme d'époque qu'on va appeler génétique, transgénique, comment dire, génique, génésique, non, paradigme du génétique, oui, du génome, la traçabilité du génome, l'ADN, l'identification par l'ADN, cette énorme chose que j'effleure là, c'est le comparant pour ce paradigme sous le régime duquel nous vivons,
puisque nous ne cessons pas de nous adresser, même si ce nous n'est pas celui qui est ici, c'est pas de nous adresser les uns aux autres, en particulier dans l'arène politique, en disant tu dois changer ton ADN, change d'ADN, que notre ADN, non, c'est dans notre ADN. ADN, vous savez, vient parfois aussi avec des équivalences, il faudrait voir ça de près. Non, je vais y venir, au fond, c'est les valeurs. Les valeurs de notre ADN, c'est un ADN de valeurs. Alors, nos valeurs, tes valeurs, c'est en même temps notre ADN, notre ADN, en changer, ne pas en changer par le... Bon, alors, voilà. Et alors, je vais arriver au culturel, justement, d'aujourd'hui. Ayant posé cette question, je pourrais faire aussi un détour qui est le suivant, pour insister sur ce théorème de point, le changement de paradigme est un changement de comparant. J'ai été frappé par une proposition de Gilles Kepel, il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 ans, je ne sais plus dans quel bouquin, qui disait quelque chose comme ça. C'était une attaque contre Bourdieu. C'est-à-dire, la sociologie ne peut pas se passer alors, il emploie un mot dans lequel je vais barboter tout à l'heure, mais des images, des comparaisons, dans lesquelles les humains en société se représentent. Et non pas illusoirement, mais se représentent, c'est-à-dire pensent leur être ensemble. Hein. Il n'y a pas un langage de sciences humaines qui serait sociologiquement exempt, qui traquerait lui aussi en montrant du doigt des métaphores. Non. L'imagination, c'est l'imagination, celle de Castoriadis et tout, c'est l'élément, le milieu parlant dans lequel la sociologie elle-même ne peut pas ne pas parler aux humains, science humaine après tout. Alors, donc, la métaphore, l'imagination, l'analogie est de même qu'est au cœur de Platon, etc., et là, dans la science humaine. Et on pourrait dire, d'une certaine manière, si on avait le temps, j'essaierai encore une autre fois, je récidiverai une attaque contre Bourdieu, pour montrer que, d'une certaine manière, l'analytique de la domination, de la représentation de la société dans une relation dominant-dominé, d'une certaine manière, vous savez qu'il avait développé à fond dans la distinction, justement, ignore ce que nous sommes, je vous associe, en train de chercher à déterminer comme le culturel, régime, phénomène social total, duquel il n'est pas question de s'exorbiter, auquel nous ne pouvons faire que adresser des questions. Bon, je ne reviens pas sur ce petit chapitre que j'avais mis dans le plan, la radicalité, puisque quand même je vous lis ça. Alors c'est un rebroussement dans mon plan, pardonnez-moi, ça va être une causerie rhapsodique et un peu tumultueuse. Je vais aller au culturel dans un instant, mais à cause de critiques, je reviens à ceci, j'avais simplement écrit ceci. Une situation critique en est une où, selon la langue de Bois médiatico-politique, comme vous savez, fournit les éléments de langage, où, guillemets, le pronostic vital est engagé. Et la nôtre, situation, est tellement critique qu'il y va de la survie, j'emprunte ça à la doxa, si vous voulez, journalistique, il va de la survie, on peut essayer un autre mot, de ce qu'on appelle, et de ce qu'ils appellent, je vais venir aussi, la planète et les espèces, y compris la nôtre. Hein. Alors l'écologie en serait la préoccupation hyperbolique, conscience aiguë de l'unum necessarium, ou pour continuer en latin et dans celui de saint Paul traduit, tempus urget nos. Ça serait une des manières de gloser l'apocalyptique. Tempus urget nos. Hein. Alors, même si, et je vais y venir tout à l'heure, il ne s'agit pas de la planète
bolide cosmique éternel qui se passera bien de nous comme il s'en est passé depuis toujours, mais de la Terre, de la relation écuménale monde-Terre, où je vais venir tout à l'heure. Alors, bon, je saute ça et je vais venir alors à quelques propositions sur le culturel, les propositions qui font problème. Et une des manières un des enjeux de la discussion dans et sur le culturel, et je viens, c'est tout récent, de rencontrer à nouveau une objection princeps à tout ce que je vais dire sur le culturel, et donc par conséquent je vais faire une lecture attentive ces jours-ci. Je fais une allusion anticipée au livre de Pierre Kay, que peut-être certains d'entre vous ont lu. Non. La destruction créatrice. Parce que le cœur de l'affaire dont je vais essayer de parler maintenant, c'est le patrimonial, la patrimonialisation. Et il y a dans ce livre qui vient de sortir, très très savant, très magnifique, d'intelligence, de subtilité, etc., il y a une proposition touchant le patrimonial, la patrimonialité, qui est exactement l'inverse de ce que je crois qui fait le cœur du culturel. Alors, j'attaque le culturel. J'attaque, Emmanuel, dans le sens de, non pas j'attaque, mais j'ouvre. Ça donne quelques propositions de ce type. Qu'est-ce que le culturel ? Phénomène social total, selon l'expression de Marcel Mauss, confondu dans l'homonymie avec l'ancienne culture des cultivés et avec son emploi anthropologique à partir des sciences humaines du XXe siècle, dans le binôme nature-culture, son concept, sa nature, son concept culturel demande à être réinstruit. Loin d'être un supplément sociétal gérable à petit budget, la valeur culturelle détermine l'économie générale de la mondialisation. Petit exemple, dont le tourisme universel, entre autres, est l'épiphénomène bien voyant. Comment cela ? Alors, j'ai fait 2 petites notes à mon texte, dont je vous l'ai dit, bien que ce soit encore une manière d'aparté ou de périphrase. Voyant. Le XIXe siècle a été, du point de vue de la poétique, vous le savez, le siècle où en français, on va dire, le poète prend la stature ou est hyperbolisé, magnifié, célébré en tant que voyant, la lettre du voyant. Dans le premier poème de Charles Baudelaire, c'est-à-dire celui qui ouvre les fleurs du mal, ça s'appelle Les Phares. Alors, l'un des glissements de sens, transformation important, je crois que c'est ce que j'essaye d'opérer ici, c'est-à-dire les voyants, c'est pas ça. Il y a plus de voyants, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. C'est-à-dire que la lettre du voyant, c'est maintenant, j'entends par là, ce qui se donne à voir, le voyant rouge est allumé. Donc, la clairvoyance, à laquelle appelle d'ailleurs Charles Baudelaire dans une lettre 1855 à sa mère, magnifique, il parle de sa clairvoyance et la netteté de ses idées. Clairvoyance, c'est pas le prophétisme, je ne sais comment dire, de celui qui voit au-delà, voit plus loin, etc. C'est l'attention tournée vers les voyants qui s'allument. Les voyants, c'est pas nous, c'est eux.
Ça pourrait faire penser, on pourrait accrocher à ça des pages de Baudrillard, qui étaient si intéressantes, qu'on a un peu oubliées, enfin un peu oubliées pour le moment, un peu négligées. Comme Baudrillard passe du côté des choses. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce volume où il dit c'est les choses qui en ont marre de nous. J'aime bien cette manière de voir qui est elle-même, si l'on veut, comparative. Tout à coup, la terre dont je vais parler dans un instant, on pourrait dire aussi la terre en a marre, c'est la terre réfractaire. La terre réfractaire apparemment se secoue. Alors, je pense que je fais une allusion à Baudrillard que j'aimais beaucoup dans son côté cool memories et certains articles de Libération, c'est extraordinaire. C'est comme si le tsunami, la nuée ardente du volcan, l'enfumage général, c'était la terre qui disait bon, ça suffit. Ça serait une voyance, enfin une manière de dire, on dirait, écologique de Baudrillard. Bon, alors, oui, je dis ça parce que je viens de me servir à l'instant du terme de voyant, le voyant. Les voyants sont là. Alors, voir ou ne pas voir les voyants, c'est la question. Mais la voyance des voyants n'est pas une voyance illuministe, de même que l'alchimie du verbe n'est pas une opération magique qui cherche l'abracadabra qui permettrait, mais plutôt de l'opération, ce que Baudelaire continue à appeler une sorcellerie évocatoire, sans aucune sorcellerie. On va dire qu'il change l'or en plomb. Enfin, la poésie pourrait changer l'or en plomb. Alors, loin d'être un supplément sociétal, aussi, au passage, peut-être, on pourrait tout à l'heure en parler, je ne sais pas si quelque part a été théorisé l'usage actuel de sociétal, qui est récent, inconnu de Valéry lui aussi, qui vient, le social passant, si on peut dire, c'est trop vite dit, en sociétal. Qu'est-ce que le sociétal vient faire là-dedans? Je pense que si Hannah Arendt était là, elle dirait la politique passe au social et le social passe au sociétal. Ce serait une manière de... Alors, tout ce qui est, donc le philosophe, surtout dans la lignée allemande, celui pour qui ce qui est se dit Seiend, tout étant, là encore on a un exemple de ces substantialisations qui répugnent un peu aux Français. Un étant, c'est plutôt avec un G qu'on entend. Non, un étant a été un T, Seiend, being, etc. Tout ce qui est, tout étant, tout ce qui est, ça veut dire la bouteille que vous avez brandie tout à l'heure, le micro, toi, moi, tout étant, ce propos, tout ce qui est, tout ce qui vient en sujet d'une phrase qui dit est A et B. Tout étant est patrimonialisable. Ça veut dire quoi? Est scindé et en même temps indivisé, dualisé en génotype et en expression phénotypique sous l'Empire. Donc je lis ce discours contemporain qui est régi par la métaphoricité des sciences de la vie, celle de l'ADN et du logiciel. Le fond typique ethnique, naguère folklorique d'une société, d'où provient la typicité des artefacts antérieurs au travail et au capital. Ça, c'est le point discutable. Alors, l'exemple le plus décisif ici, c'est la langue. Le trésor, la langue nationale, le trésor. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'a fait la langue? Réponse, personne. Ah bon? Donc, ce n'est pas l'accumulation du capital et ce n'est pas le travail, ça vient d'avant. Et si on le reprend maintenant, on ajoute cette valeur et c'est ça qui fait la patrimonialisation, c'est-à-dire, je saute aussi une ou deux de transition, l'image de marque de ce qui est, l'image de marque patrimoniale, c'est-à-dire la valeur ajoutée inestimable, donc patrimoniale, qui fait que à échelle, alors ça aussi c'est une affaire de subjectivation, à échelle de grands sujets, je ne sais pas si vous appelez, qu'on appellerait la société, dont il n'y a jusqu'ici que des prosopopées pour faire la subjectivation, à échelle où ces sujets s'affrontent, c'est-à-dire exigent de l'autre la reconnaissance. J'ai, en tant que
typicité, on va dire, phénotypique d'une génotypie, il faudrait presque dire, je crois qu'il ne faudrait pas hésiter à dire raciale. Attention, c'est pas, l'identité, dans l'affaire de l'identité qui renvoie à la typicité de l'identité, il y a quelque chose justement qui est encore un usage de race, même si le mot est dangereux, jeté dans les bagarres, terrible, mais c'est bien l'identité. Autrement dit, par où je suis, nous sommes ça. Expressivité, qui est aussi dans le langage de l'époque, s'exprimer, expressivité d'un fond inaliénable, inestimable, en état d'attendre la reconnaissance de l'autre dans cette perspective, sous peine de... etc. Bon. En espérant que finalement, à la place de la guerre mondiale, il y aura un marché mondial, c'est-à-dire d'échange dû à la curiosité humaine qui fait le marché de ces typicités, de ces phénotypicités différentes qui s'échangent sur le marché sans se faire la guerre. Ça serait la paix mondiale libérale. Alors, voilà, je vais tout de suite à l'objection, même si c'est par provision d'attente, que fait Pierre Kay dans ce livre très, très intéressant qui s'appelle La destruction créatrice, formule qu'il trouve chez Schumpeter, et très précisément dans un chapitre qui s'appelle Du capital au patrimoine, au milieu de ce livre. Alors, pour faire entendre simplement la différence très forte, l'opposition inconciliable entre cette caractérisation du patrimoine que je fais par le couple génotype-phénotype, l'expressivité identitaire, indépassable, semble-t-il, parce que la raison humaine aujourd'hui bute sur l'identité, bute chez la raison humaine, l'ultima ratio n'est pas hegelienne, l'ultima ratio, la raison humaine bute sur l'identité. Il semble qu'on n'en sort pas, l'identité. Donc, Pierre Kay a des formules, encore une fois, je n'ai même pas fini ce bouquin, je le parcours en ce moment, c'est extrêmement intéressant. Il a une pensée profondément juridique du patrimoine, avec des phrases comme celle-ci. Depuis une génération, non, je remonte un peu en avant, la comptabilité et l'économie nationale méconnaissent, dénient, dit-il, il emploie le donner, la patrimonialité, la patrimonialisation de la richesse. Ce que je viens de dire, que je reprends à nouveau, en ayant les yeux fixés sur cet exemple qui est la langue, ma langue, ta langue, sa langue, notre langue, un trésor complètement inestimable qui, encore une fois, c'est une génotypie qui n'est pas marxienne. Le capital et le travail n'y sont pour rien. C'était là avant, dans ce que Quignard appellerait peut-être le grand jadis, même si pour lui, dans le jadis du grand jadis, c'est la logique et pas c'est l'infance et pas le fance de la parole. Mais enfin, la déclaration et toute la doctrine élaborée par Pierre Kay dit ceci. Nous assistons à ce processus, la croissance ne patrimonialise plus. La croissance, qu'est-ce qui a lieu en termes économiques, qui fait justement le fait que, quel que soit le parti auquel nous appartenions, le credo est commun, et même à Madame Le Pen, le credo commun, c'est la croissance. Croissance, seule la croissance peut enrayer le chômage. La croissance se fait par la stimulation, l'excitation on va dire la stimulation de la novation qui excite, qui la consommation, la croissance et la croissance, consommation par novation. Par conséquent, et je viens à un passage que je n'aurai pas le temps de faire tout à l'heure. On arrête. Mon ennemi principal à la fin de tout ça, c'est la publicité. On n'a pas encore réfléchi à ce qui se passe, le monstre de la publicité. Alors, comme Emmanuel me fait signe d'arrêter, je vais arrêter. Je vous dis encore un mot, je terminerai sur cette objection de Pierre Kay. Enfin,
Qu'en est-il de la patrimonialisation? Il dit ceci, lui, qui est extraordinaire, je cite, « Le patrimoine n'a rien à voir avec le passé ». Je vous renvoie à ça. Alors que cette vue que j'appelle ici culturelle, la question culturelle, c'est le culturel consiste dans la patrimonialisation. Je dis aussi parfois de la manière suivante, toute chose est devenue son image, chose-image, toute chose est devenue son image, et image de marque. Et image de marque. Donc, c'est une guerre d'image, la disparition, la transformation de la chose, les signes choses, celle de Rilke, celle de Heidegger, signes choses en image et image de marque, c'est le patrimoine. Et la patrimoine, on n'a qu'à faire aussi une allusion, par exemple, à la hâte de tout ce qui est, à se faire labelliser UNESCO. C'est ça le patrimoine. Hein. Alors, on attend que, justement, la reconnaissance mondiale, disons la marque, le label mondial, la grande firme, c'est quoi? C'est l'humanité. Donc, la firme humanité, tenue par l'UNESCO, donne son label. Et le label de l'UNESCO, comme Borges l'avait vu dans je ne sais plus quel point, doit s'appliquer partout. Il n'y a aucune raison que le label de l'UNESCO, c'est-à-dire le trésor de l'humanité, ne s'applique pas au théâtre où nous sommes, hein, comme à Palmyre, au vin de Bourgogne, à la menuiserie dans le Lot-et-Garonne. En fait, c'est la patrimonialisation. Or, je rends compte, et c'est là-dessus que je termine, l'objection à laquelle je ne pensais pas. Le patrimoine n'a rien à voir avec le passé. Voilà. Alors voilà un débat qui s'ouvre. Merci. Merci Michel Deguy.